je suis Hervé Michel, je suis le directeur de Madopa. Donc Madopa est un centre expert et un living lab en technologie et services pour la santé et l'autonomie. On travaille beaucoup dans le champ des personnes âgées, mais aussi de plus en plus dans le champ des maladies chroniques. Depuis 10 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 61 projets. Alors des projets soit de co-création, d'expérimentation, ou d'évaluation de services ou de technologies. Donc 61 projets, 21 dans le champ européen, donc 18 avec l'EIT Health, et les 40 autres projets en France avec une diversité d'acteurs du champ de la silver economy, donc en commençant par la CNSA, le ministère de l'économie, des ARS, des CFPPA, mais aussi des industriels, des offreurs de soins et de services, de logement. Et également 4 grands domaines d'activité. Donc l'activité de Madopa a évolué. Au départ, on a commencé dans le champ du vieillissement, des services et des politiques, dans le champ du vieillissement et des technologies. Et puis progressivement, de plus en plus dans le champ de la santé, en travaillant sur les parcours de santé et toutes les technologies de suivi des maladies chroniques à domicile. On s'est beaucoup impliqué dans l'EIT Health et on a été d'une certaine façon largement récompensé de nos efforts en participant à 18 projets, en fait plus de 18 projets parce que certains sont pluriannuels, donc à la fois dans le champ de l'innovation, dans le pilier innovation, dans le pilier éducation et aussi dans l'accélérateur. On appréhende les Living Labs au travers de deux principaux critères. On va dire. Le premier, je dirais qu'un Living Lab, ça se caractérise d'abord par son réseau de partenaires, qui va inclure soit des payeurs, soit des offreurs de soins et de services, des collectivités locales, et qui va également inclure évidemment les usagers. Donc on va avoir dans ce réseau de partenaires une diversité d'acteurs qui sont là pour permettre un accès aux usagers. Donc ça, c'est la première fonction de ce réseau. La deuxième fonction de ce réseau, c'est de permettre d'expérimenter, alors soit en environnement contrôlé, soit en situation réelle, des solutions qui doivent être développées par la suite. Et la troisième fonction de ce réseau, c'est potentiellement d'accéder ou d'accéder à un marché, puisque ces acteurs peuvent être aussi des clients des solutions qui sont à expérimenter. Maintenant, au cœur du Living Lab se pose la question de la façon dont on parle avec les usagers. Donc là, il y a une question de méthodologie. Et cette méthodologie, elle est centrale et elle est finalement celle qui va permettre de faire la différence dans la proposition de valeur et dans les services apportés par les Living Labs et les testbeds. Soit en situation réelle, soit en environnement contrôlé. Et donc, selon les méthodes qu'on va utiliser et selon l'endroit où on va travailler avec les usagers, eh bien, on va être orienté plus vers la validation de solutions ou plus vers l'exploration, la co-création et la création de valeur par rapport à ces solutions. Un Living Lab peut offrir, selon son contexte de création, une diversité de services qui va des études cliniques à une réflexion sur les business models, des services de co-création, d'évaluation des besoins, de l'expérimentation, certains apports aussi sur les conditions juridiques à respecter pour le déploiement des solutions. On peut aussi évidemment finir par la validation de services. Donc il y a une proposition de service qui est très large potentiellement selon les Living Labs et qui s'applique à une diversité de champs d'activité, donc digital health, biotech, pharma, medtech, etc. Maintenant, qu'est-ce qui est spécifique et qu'est-ce qui fait vraiment la proposition de valeur d'un Living Lab? Eh bien, c'est de s'assurer qu'un produit, un service est utile et qu'il a du sens, qu'il est motivant pour les usagers et de leur point de vue. Et une fois que ces éléments sont réunis, eh bien, on va pouvoir s'assurer que le produit ou le service rencontre la demande d'usagers et a de plus grandes chances de succès sur le marché.
Madopa participe depuis 5 ans à un projet qui s'appelle le projet Living Lab et Testbed de l'EITLS, qui a pour objectif de constituer un réseau de Living Lab et Testbed au niveau de l'EITLS et de le mettre en relation avec des startups de l'EITLS et également avec les autres partenaires de l'EITLS. Donc actuellement, nous avons il y a un réseau qui est constitué d'une centaine de Living Labs européens, dont 60 sont actives sur une plateforme qui s'appelle la plateforme Chronos de l'EITLS. Alors, on peut prendre l'exemple de la France, puisque là, et c'est la diapo suivante, où on a identifié, on a recensé, on enregistre la participation de 12 Living Labs et Testbed français. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons des Living Labs qui sont situés un peu partout en France, qui sont répartis sur toute la France, certains ayant une spécialité fortement marquée dans le champ de la santé, d'autres plus dans le champ de l'autonomie, certains étant plutôt des Living Labs avec des activités plutôt orientées vers la co-création, la création de valeur, et d'autres plus orientés vers la validation de solutions, donc la gestion de risques associée au développement de solutions. Donc voilà, on a un réseau qui est structuré, qui est identifié, CLC par CLC, et qui est à la disposition des startups de l'EITLS, mais aussi des autres partenaires de l'EITLS. Dans le cadre de ce projet Living Lab et Testbed, on peut identifier 3 principales activités actuellement, en 2020. Une activité de développement du réseau, des Living Lab et des Testbed, une activité de partage de pratiques, de bonnes pratiques au sein du réseau des Living Lab et des Testbed, et puis une activité de soutien des startups. Alors, dans l'activité de développement du réseau, par exemple, actuellement, on auditionne et on sélectionne des nouveaux Living Lab candidats et on leur offre des formations pour ceux qui le souhaitent afin de se mettre à niveau dans le réseau de l'EITLS qui vise à développer une activité de qualité pour ses membres. Donc ça, je ne développe pas, je n'insiste pas sur ce point-là, pour plutôt me concentrer sur l'activité et illustrer l'activité que nous développons dans le cadre du soutien des startups. Alors, si je viens un instant sur le soutien des startups, je vais prendre ici l'exemple d'une activité que Madopa a développée en soutien d'une startup qui s'appelle Predical. Predical, en résumé, c'est un système de capteurs qui est installé au domicile, là en l'occurrence de personnes âgées. Ces capteurs sont installés dans les différentes pièces du domicile pour suivre l'activité dans ce domicile et identifier, le cas échéant, des risques de chute, d'inactivité, des sorties nocturnes. Donc l'ensemble de ces données sont collectées par Predical et ensuite transmises aux aidants de ces personnes, voire et également aux personnes âgées elles-mêmes, pour leur permettre de suivre en temps réel, mais aussi avec le recul de la régularité des données cumulées, leur permettre de suivre l'évolution de l'activité de la personne à son domicile. L'objectif était ici, avec une enveloppe financière limitée, de tester ce dispositif en situation réelle. Alors, d'un point de vue technique, ce qu'il en ressort, c'est que le dispositif a bien fonctionné. Et ça, c'était important de pouvoir le voir, puisque nous avons, dans l'activité de Madopa, souvent été confrontés à des dispositifs qui ne fonctionnent pas. Donc, techniquement, je ne développe pas, mais ça a fonctionné. Et, par contre, je vais illustrer par quelques études de cas rapides la façon dont les personnes âgées ont pu réagir et se saisir de ce dispositif. Donc, je commencerai par une dame qui s'appelle Marie, qui est une dame finalement qui est seule, qui a 73 ans, elle est veuve,
c'est une dame qui est très indépendante, elle passe beaucoup de temps à faire de la cuisine, ses activités, et surtout elle passe beaucoup de temps avec ses voisins, ses amis du même lotissement. Ses fils, elle ne les voit pas très souvent, ils sont à distance, ils mènent leur vie. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Marie, de ce dispositif? Elle nous dit finalement c'est un dispositif de surveillance qui est inacceptable. On est surveillé comme de l'huile sur le feu, ce n'est pas rassurant, ce n'est pas utile. Pour l'instant, on est valide, ce n'est pas un truc qui nous sert à quelque chose. Pour moi, ça ne sert à rien. Donc là, on voit un premier positionnement qui ne va pas du tout en faveur du système prédical. Mais pour nous, ce qui est important, c'est d'observer la façon dont les usagers peuvent s'en saisir. Prenons un deuxième exemple, celui de Patricia. Alors Patricia, je dirais, c'est une dame, qui a reçu le dispositif d'une toute autre façon, et à l'opposé, je dirais, pour elle, elle dit que c'est un dispositif très rassurant. Alors pourquoi est-ce que c'est très rassurant pour elle? C'est une femme qui passe sa vie sur son domicile et elle est entourée par ses enfants. Elle a 6 enfants qui lui apportent de l'aide et qui se manifestent à elle régulièrement, tous les jours pratiquement. Et donc elle organise sa vie autour de son domicile et de sa famille et elle dit « j'ai toujours été comme ça, être tranquille à l'intérieur, être entourée ». Donc elle passe vraiment sa vie à l'intérieur. Et à l'exception de sa famille, elle a quelques contacts avec des voisins, et là elle sort de son domicile. Mais dans ce contexte-là, eh bien, elle dit, moi j'ai reçu le rapport, il voit vraiment toute ma vie, mais ça ne fait rien, je trouve ça super, je me sens en sécurité. Autrement dit, elle est en demande d'attention, sa vie se passe à l'intérieur, et ce dispositif a tout son sens par rapport à son mode de vie. Donc autant dans le premier cas c'était quelque chose d'inacceptable, autant ici c'est quelque chose qui au contraire rejoint sa dynamique de vie. Donc si j'en viens aux enseignements du déploiement et les conclusions qu'on peut tirer en termes d'évaluation de ce dispositif, on voit que globalement ce dispositif, eh bien, il est plutôt... les personnes âgées globalement qui sont indépendantes ou qui s'entraident, eh bien globalement elles n'en veulent pas. On va dire, la très grande majorité des personnes âgées n'en veulent pas. On voit, par contre, quelques personnes dans des situations de demande de sécurité ou d'attention, et centrées sur leur domicile, plutôt repliées sur leur domicile, eh bien, ces personnes-là peuvent être disposées. Donc, ça nous a permis de spécifier, avec ce travail-là, le marché potentiel de cette solution. Alors, on voit qu'il y a un niveau d'acceptation et d'intérêt qui est limité, qui est plutôt centré sur un certain profil de personnes âgées. On voit également que lorsque les personnes âgées le demandent, c'est qu'elles sont dans ces situations bien particulières et qu'il y a des aidants qui souhaitent apporter une certaine assistance et qui ont donc des préoccupations en termes de sécurisation de leurs grands-parents ou de leurs proches. On voit aussi qu'il y a un intérêt pour des professionnels. Donc il y a peut-être d'ailleurs à cet égard plus d'intérêt de professionnels pour le déploiement de ce dispositif que des personnes âgées elles-mêmes. Donc ça permet de montrer en ce sens que le marché est peut-être un marché plutôt de B2B que de B2C, même si je n'aime pas ces expressions. En tout cas, ça a été des éléments utiles à Prédical pour améliorer sa stratégie de communication, pour préciser, confirmer son positionnement sur un marché. Et ça a été aussi des éléments utiles à la mutualité française, Limousine, pour identifier un dispositif qui globalement fonctionne, ce qui est loin d'être évident dans le marché qui est le nôtre. Donc, dans le cadre de ce projet Living Lab et Testbed, nous avons 3 principales activités: des formations pour les nouveaux Living Lab et Testbed, un soutien des startups dans le cadre de flash services tels que Prédical, présenté juste avant, et puis également une activité de partage d'informations entre Living Lab et Testbed expérimentés et à la disposition des partenaires de l'IATS. Donc c'est de ça dont maintenant je souhaite vous parler. Donc c'est de l'organisation de ce groupe de travail, en fait de ce séminaire sur les PROM et les PREM, qui font tout à fait le lien avec la stratégie de l'IATS
de High Value Care. Eh bien, on l'a choisi parce que c'est une question qui est effectivement centrale pour l'EITLs. Il s'agit de définir des indicateurs de qualité du point de vue des patients et des usagers qui soient de nature à soutenir les projets innovation et en même temps à servir d'indicateurs pour l'évaluation de ces projets et l'évolution des systèmes de santé. Donc c'est une problématique qui est centrale pour l'EITLs, à la fois pour l'évolution des systèmes de santé et pour la qualité de ces projets d'innovation. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément qui fait qu'on le traite au niveau des Living Lab et des testbeds, c'est que la valeur ajoutée des testbeds, des Living Lab et des testbeds, c'est de travailler avec les usagers. Et donc c'est tout l'intérêt de l'organisation de ces groupes de travail, de répondre à la fois à cette problématique qui est centrale pour l'EITLs et de mobiliser son réseau de Living Lab et de testbeds dont la mission première et dont la spécialité est d'éclairer le point de vue des usagers. Eh bien, on l'organise en sélectionnant des Living Lab et des testbeds au niveau européen. Donc on a défini un processus de sélection avec le Forum des Living Lab, qui est un acteur extrêmement important dans l'organisation de ce groupe de travail, et en lien avec le CLC France et le quartier général de l'EITLs. Donc on a auditionné une multiplicité de Living Lab qui se sont portés candidats, par exemple l'hôpital universitaire de Bâle, Kiomed en France, Scale Innovation en Suède, IBV à Valence, qui est un institut de biomécanique, Calidial en France. Donc nous allons avoir, ce qui est certain, l'intervention de Living Lab et de testbed qui vont nous présenter leur expérience directe des PROM et des PREM sur une diversité de pathologies. On va couvrir le champ de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale, de l'oncologie, et j'en oublie certainement. Mais on va avoir une diversité de champs et on va avoir des éclairages de première main de Living Lab et de testbed qui vont venir nous présenter finalement leur façon de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de ces PROM et de ces PREM, avec quels résultats, quels succès, mais aussi quelles limites et quelles valeurs ajoutées. Donc il y aura 4 sessions, 13 novembre, 27 novembre, 9 décembre, 18 décembre, de 10h à midi. Et ce sont des sessions de 2 heures en ligne. Donc on aura essentiellement centré sur la présentation des cas par les Living Lab. Et ça permettra aux partenaires de l'EITLs l'accès à une connaissance fine de ces notions. Qu'est-ce que c'est exactement ces PROM et ces PREM? Comment on les définit? Comment on les met en œuvre? Avec quelle facilité ou quelle difficulté et quels résultats? Donc il y aura un accès direct à ça, et en même temps un accès à la possibilité d'identifier de potentiels partenaires pour le développement de leur projet. Alors pour les partenaires qui souhaitent assister à ces sessions en ligne, eh bien il y a des frais de participation, on va le dire. Alors pour les partenaires qui ne sont pas l'EITL, c'est 3 000 €. Pour ceux qui sont l'EITL, c'est 2 500 €. Mais avec un soutien pour les partenaires français du CLC France qui réduit finalement le coût de participation à ce groupe de travail séminaire à 500 € pour les partenaires centraux, les corps partenaires français, et à 1 000 € pour les partenaires associés. Les inscriptions se font via Madopa. Il suffit de m'adresser votre demande, je l'enregistre en indiquant le nombre de personnes qui, pour votre organisation, y participeront, et voilà, et vous pouvez évidemment mettre en copie le CLC France. Pour illustrer ou tenter d'illustrer le propos et les enjeux qui sont liés au PROM et le PREM, je prendrai l'exemple du projet Real World for Clinic, qui est un projet qui porte sur l'insuffisance cardiaque et sur le déploiement d'un implant stomacal pour un meilleur suivi de l'insuffisance cardiaque. Il se trouve que dans ce projet, pour traiter des PROM, eh bien, nous avons eu accès à des questionnaires produits par ICOM, ou fournis par ICOM, qui sont des questionnaires qui permettent de suivre l'évolution de la fatigue, de la dépression et de l'anxiété des personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque.
ces questionnaires, en fait, ne sont pas avérés complètement satisfaisants dans le cadre de ce projet, puisque ici, on essaie d'identifier les résultats du déploiement d'un implant pour le suivi, pour un meilleur suivi de l'insuffisance cardiaque. Donc les questionnaires qui sont proposés sont des questionnaires qui ne sont pas complètement adaptés à l'objet même du projet et qui risquent même potentiellement de se retourner contre le projet. Puisque si on utilise ces questionnaires-là, on ne va pas avoir de résultats, d'outcomes significatifs. Et pire, nous risquons même d'avoir des outcomes qui sont négatifs. D'où, là, en l'occurrence, le travail de Madopa pour contribuer à la définition d'indicateurs de qualité de ce dispositif du point de vue des patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Et c'est ce à quoi s'emploie Madopa en ce moment, en caractérisant de façon aussi fine que possible les différents modes de vie des personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque et en travaillant avec les patients les indicateurs qui pourraient avoir du sens pour un meilleur suivi de leur point de vue de leur insuffisance cardiaque. Donc c'est ce à quoi s'emploie Madopa en ce moment et c'est ce qui pourrait peut-être d'ailleurs être présenté comme exemple dans le cadre des groupes de travail, du groupe de travail sur les PROM et les PREM auquel nous nous proposons de participer. Voilà.